Avant de commencer la vidéo, je suis dans l'obligation de vous informer ce qui s'est passé au début d'année 2024 avec Alex Kickster, le créateur de Mandela Catalogue. Le 12 mars 2024, un document a été publié par l'utilisateur sur Twitter StringerJuice intitulé Warning about Alex Kickster. Dans ce document, il est fait d'états problématiques de ce dernier, un comportement de prédateur, manipulateur, d'appât de suicidaire et d'abuser de sa dynamique de pouvoir avec ses fans. Le document affiche des messages textes sur les interactions d'Alex avec Van, le créateur du document, également son activité de divers serveurs Discord et ses interactions avec ses utilisateurs qui sont fait appeler DB, c'est un de ses ex-partenaires. Le témoignage critique vivement des textos à caractère sexuel échangés par Alex et Van. Et DB, le fait qu'Alex discute de son sexe avec les utilisateurs de Discord, dont on rappelle la majorité sont de 14-17 ans, ainsi que divers d'autres problèmes qui ajoutent à cela, interpersonnels entre Alex et ses partenaires. Parallèlement au document initial, plusieurs autres personnes ont publié des déclarations accusant Alex de transgressions similaires. Après la sortie du premier document de Van, qui a obtenu 7 millions de vues et 30 millions de likes, et autres témoignages qui s'ajoutent, la grande majorité de la communauté a condamné Alex, y compris moi. J'avais même, semble me rappeler, fait un communiqué sur YouTube pour dire que je suis pas sûr de continuer l'affaire. La plupart des acteurs de l'équipe de Mandela Catalogue ont démissionné et dénonçant en plus Alex. Certains ont divulgué des informations sur l'émission, y compris des détails sur le volume 5. Plusieurs créateurs de contenu se sont exprimés contre Alex. Cependant, le 24 mars 2024, Alex a publié son témoignage intitulé Mon point de vue, ainsi qu'une petite réponse à Mandela Catalogue qui a été considéré comme un contenu fétichiste. Dans ce document, il dément les accusations de prédateur, de manipulateur et affirme qu'il n'est pas un pédophile. Accusations qui ont été diffusées à la suite des accusations. Son principal argument contre les accusations est que ces échanges de textos avec Van et DB sont plus âgés que lui. Ils étaient consentants, réciproques et encouragés, en ajoutant qu'il offrait à ses partenaires des moyens de sortir chaque fois qu'il se sentait mal à l'aise et en respectant cela. Il déclare aussi qu'il n'a jamais joué avec ses fans et qu'il n'a jamais utilisé ce pouvoir contre eux, avec des screens et des témoignages en plus. Il a démontré l'intention malveillante de Van, critiquer les mensonges, les affirmations infondées, l'absence de contexte tout en fournissant un contexte supplémentaire au texte présenté par Van. Il critique l'hypocrisie, la mauvaise gestion de la diffamation de Van, comme le fait d'accuser Alex de grooming sur Tumblr alors qu'il avait d'abord affirmé qu'il ne groomait personne et qui s'est ensuite rétracté sur Twitter. Alex a également fait remarquer qu'il n'avait jamais eu de relations sexuelles illégales avec des mineurs, reprochant à Van de n'avoir jamais démontré l'existence de ses activités ni d'une intention malveillante. La réponse, avec plus de 1 million de vues et 5 millions de likes, ont été largement soutenues par la communauté. Quelques instants après la publication et la déclaration d'Alex, Van s'est engagé à répondre au document. Il reproche à Alex de ne pas avoir répondu aux autres accusations, a remercié Alex d'avoir confirmé une certaine réalité qui s'est passée et a critiqué Alex pour ne pas avoir parlé de la dynamique de pouvoir. Van a été largement critiqué par ce tweet. Certains créateurs de contenu se sont excusés de ne pas avoir attendu la réponse d'Alex et d'avoir immédiatement supposé qu'il est coupable. Malgré cela, certains ont reproché à Alex de ne pas avoir répondu à toutes les accusations, de ne pas avoir accordé suffisamment d'importance sur la dynamique de pouvoir entre lui et ses fans, comme Van l'a dit. Alex a publié un tweet de suivi condamnant les personnes qui répandaient des rumeurs sur d'autres personnes et qui l'harcèlent. Certains utilisateurs ont continué à le dénigrer. Van a rédigé au fil des discussions condamnant les actions des dénigreurs. Alex a désactivé les commentaires sur sa chaîne YouTube et a supprimé ses posts Instagram après que le doxing se sont poursuivis. Le 8 avril 2024, Van a publié un communiqué dans lequel il a déclaré que son intention était de ne plus prolonger le drama. Ils se sont excusés d'avoir mal formulé et formaté le document, d'avoir utilisé une rhétorique transphobe dans leur document, d'avoir inclus des détails personnels et non pertinents d'Alex, de l'avoir trahi, d'avoir influencé d'autres personnes et d'avoir monté ses amis contre lui. Ils ont promis de supprimer leur Twitter, ce qu'ils ont fait par la suite. De nombreuses personnes ont apporté leur soutien à Alex tout en critiquant vivement Van pour ses fausses allégations. Les acteurs et l'équipe qui avaient publié des déclarations publiques contre Alex, certains s'excusant auprès d'Alex pour leur réaction. Après que Van a supprimé son document, Alex a supprimé presque toutes ses tweets sur l'affaire, excepté les leaks de Mandela Catalogue volume 5. Et même là, je crois qu'il les a supprimés depuis. Ça, je suis pas sûr en vrai. Voilà, j'espère que cela vous a éclairci sur la situation. Je vous mettrai tous les documents sur l'affaire si cela vous intéresse d'aller plus loin. Maintenant, je vous laisse place à la vidéo. Allez, on se casse de cette école de merde. 1 an.
Ça fait plus de 1 an qu'on n'a pas parlé de Mandela Catalogue. J'espère que je vous ai pas fait trop patienter. En tout cas, aujourd'hui, on continue la saga avec la sortie du volume 5 de la série. Mais avant, puisque ça fait justement 1 an qu'on n'a pas parlé, je vais faire un résumé de tout, afin que je vous remette dans le bain et moi aussi. Je pense que cela est nécessaire, mais si vous connaissez déjà très bien la série et que vous avez rematé les anciennes vidéos, eh bien alors vous avez un timecode juste là. Comme ça, vous pouvez passer directement au volume 5. Bref, reprenons l'histoire depuis le début. Ah oui, aussi pour vous rafraîchir l'esprit et que ce soit plus clair, on va faire un ordre chronologique. Donc on va séparer la saga en 3 parties. Il y a l'époque biblique en dessin animé, ensuite on va passer à l'analogue, donc les années 90, et pour finir l'époque digitale, donc les trucs récents dans les années 2000. Voilà. Allez, c'est parti. Comme dans la Bible, Dieu créa en quelques jours l'univers. Jusqu'à là, tout le monde connaît. Durant cette présentation, nous avons la première apparition d'un personnage qui va être essentiel, l'ange Gabriel. Au moins le faux ange Gabriel. Il apparaît derrière un arbre qui devient réaliste tout d'un coup. Par la suite, les êtres humains sont créés. Au cours de la 6e nuit et au tout début du 7e jour, l'homme est réveillé par une voix qui l'appelle. Il regarde fixement dans la forêt, maintenant rempli d'un épais brouillard. Le brouillard se dissipe, révélant le fruit défendu sur le sol. Nous connaissons la suite. Au cours de la 7e nuit, la femme tente d'observer les étoiles comme elle faisait d'habitude, mais elle est surprise par l'homme qui la fixe bizarrement. Le faux ange Gabriel est supposé envoyer un sorte de message à Noé. Cependant, il résiste à ce message, ce qui incite le faux ange à le punir en envoyant une autre créature sur l'arche. Une créature que Noé ne pourra même pas remarquer avant qu'il ne soit trop tard, et qui, lorsqu'il la retrouvera, lui transmettra son dernier message. Cette créature est tout simplement un alterné. Un alterné est une identité humanoïde mais qui se présente généralement avec des caractéristiques physiologiques anormales ou impossibles à reproduire. Ils sont connus pour leur capacité de mimétisme qui leur permet de se fondre dans la masse des humains, pendant qu'ils traquent la personne dont ils copient, afin de la tuer. Une fois qu'ils ont trouvé et coincé leur victime, les alternés utilisent la guerre psychologique pour les convaincre de se s***der. Ce type d'attaque s'appelle le MAD et on y reviendra un peu plus tard. Leurs méthodes pour y parvenir ne sont pas très claires jusqu'à présent, mais il est sous-entendu qu'ils parlent à leurs victimes sur un certain ton ou à propos d'un certain sujet. Il a également été démontré qu'ils utilisent la force brute pour les tuer. Bref, parenthèse fermée, revenons à notre histoire. Le vrai ange Gabriel apparaît devant les bergers et leur annonce que le Messie arrive. Cependant, le faux ange Gabriel sabote cette annonce en affligeant aux personnes concernées du MAD, en commençant par Marie et ensuite Joseph. Dans les années 70, plus précisément le 14 juillet 1974, nous avons la naissance du premier personnage principal de la série, Mark Heathcliff. À l'âge de 4 ans, Mark se rend dans la chambre de ses parents et, alors qu'il s'y rend, il rencontre l'intrus dans une chambre au rez-de-chaussée. L'intrus, connu sous le nom de Sis, est un antagoniste assez mystérieux qui cause la disparition de plusieurs enfants du comté de Mandela. Ces disparitions entraînent à l'interdiction de la plupart des technologies basées sur les écrans et également des miroirs d'ici 2009 environ. Le comté de Mandela, c'est là où se passe la majorité des événements de la série, d'où vient son nom. L'intrus peut prendre plusieurs formes. Il peut apparaître dans des télévisions avec une musique de fond qui permet d'effectuer le MAD, ce qui entraîne la mort et aussi le kidnapping de certains enfants. Mais nous allons revenir sur lui plus tard. En 1981, le département des phénomènes temporels des États-Unis est créé. Elle est fondée pour contrer la menace des alternés qui sont de plus en plus présents. Ils utilisent des messages à intérêt généraux afin d'avertir la population. Également, la même année, le Mandela Tech est fondé. Et on reviendra sur ce magasin. Un an plus tard, l'USDTP diffuse plusieurs messages d'intérêt généraux, notamment un qui explique le MAD et comment l'éviter. Le trouble de la conscience métaphysique, également connu sous le nom de MAD, est une maladie psychologique provoquée par des alternés, qui donnent aux humains des informations verbales qu'ils ne souhaitent pas entendre ou bien connaître. Après avoir reçu ce genre d'infos, les principaux symptômes de ce trouble sont la folie, l'insomnie, désir extrême de se tuer ou de
et de la paranoïa. Le nombre de personnes diagnostiquées de ce trouble a augmenté de 95% au cours du troisième semestre de 1992. Cependant, les 3% restants des victimes du MAD prouvent l'efficacité de l'inversion du délire. Pour éviter un maximum, il faut éviter les pratiques religieuses trop fréquentes, éviter de croire inutilement aux implications philosophiques et également... Ce texte fait sûrement référence à l'intrus, justement. Bref, revenons sur le sujet. En 1988, Adam Murray et Jonah Marshall naissent. Et un an plus tard, Sarah Heathcliff, la petite sœur de Mark, qui vont être plus importants plus tard. Dans les années 90, la crise des alternés semble s'aggraver, avec environ 5000 morts supplémentaires dans le comté de Mandela pour 1992. L'USDTP rediffuse des messages d'intérêt généraux malgré le fait que certains messages sont vraiment déformés par les alternés, afin de répandre de la désinformation et de la peur au sein de la population. Le 4 avril de la même année, Thatcher Davis et Ruth Weaver sont respectivement promus lieutenant et sergent du département de police de Mandela. Le 3 août, Mark Heathcliff, alors âgé de 17 ans, devient paranoïaque pendant une longue période. Après une rencontre avec un, voire plusieurs alternés. Il sera à différents endroits, dont l'église de son enfance et ce qui semble être sa maison. Après avoir évité un alterné, il s'enferme dans une pièce, où il voit l'intrus apparaître sur une télévision analogique voisine. Mark arrive à survivre à la rencontre de cette identité, par des moyens inconnus pour l'instant. Le 13 septembre 1992, Mark reçoit un appel téléphonique d'un alterné, qui se fait passer pour César Torres. L'alterné attire Mark à la résidence de Torres, en disant que sa mère est aux urgences et qu'il a besoin de quelqu'un pour allumer les caméras à sa place. Mark accepte et s'en va chez César, allume les caméras et aperçoit un alterné à l'intérieur. Mark retourne rapidement chez lui à 22h et s'enferme dans sa chambre avec son caméscope. 2 jours plus tard, Mark, toujours enfermé dans sa chambre, finit par tirer à plusieurs reprises sur sa porte pour tenter de tuer l'alterné de César. Mark le maudit avant de tirer avec une balle, ce qui signifie son L'alterné de César semble avoir réussi à pousser Mark au avant de le retourner pour faire face à la dépouille de Mark. Le 21 septembre, Davis est informé de la disparition de Mark. Il se rend chez lui pour enquêter et a trouvé le cadavre et les affaires du jeune homme. Davis serait devenu totalement obsédé de l'affaire et Ruth, qui lui dit de ne plus travailler sur l'affaire depuis qu'il est devenu promu, la propose de classer cette affaire sans suite et de s'occuper de d'autres affaires plus récentes. Pendant ce temps, 3426 enfants sont kidnappés par l'intrus dans le comté de Mandela, Burton, Warkshire et Yonder. Après avoir examiné les preuves de l'affaire de Heathcliff, Davis répond à un appel téléphonique de Jude Murray. Jude dit qu'il est confronté à une intrusion dans sa maison. Thatcher tente de déterminer si l'intrus est un humain ou un autre, mais finit par comprendre qu'il s'agit d'un humain après que Jude a déclaré qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui lui ressemblait auparavant, donc il doute que c'est un alterné. Davis appelle Weaver pour vérifier l'endroit avant qu'ils ne réalisent tous deux qu'ils ont reçu un appel similaire et décident ensemble de faire une opération à la maison des Murray. Cependant, quand Davis reprend la ligne avec Jude, il ne répond plus. Quand les deux policiers se rendent à la résidence des Murray, ils retrouvent le cadavre de Lynn, pendu dans la chambre d'Adam, avec la télévision allumée, et de temps en temps le visage de l'intrus qui clignote pendant que l'Ave Maria joue en fond sur la télé. Ruth semble aller ailleurs alors que la caméra de Davis commence à dysfonctionner. Il poursuit son enquête et finit par trouver un alterné qui imite sa voix et celle de Jude. Thatcher abandonne la maison tandis que Ruth est supposée être restée là. Et malheureusement, elle décédera à cause de l'alterné. Thatcher demande des renforts au comté environnant, mais il ne parvient pas en raison du dysfonctionnement de sa radio. C'est alors que l'alterné arrive à la station. He likes to hide, but he wants to meet you. I want to play with him in the TV. Stop or I'll shoot! I said stay back! Thatcher arrive à survivre de cette rencontre avec cet alterné et se cache pendant des années chez lui. Un officier sur place s'est porté volontaire pour installer une caméra qui prenait des images toutes les 5 minutes face à la chambre d'Adam, afin d'assurer la sécurité jusqu'à qu'une autre enquête soit possible. Les images révèlent que l'intrus est une forme invisible qui a mutilé le corps de Lynn jusqu'à qu'il lui ne soit plus reconnaissable. Le département de police du comté Mandela a récupéré son corps. Et nous n'avons plus d'autres informations en plus sur cette affaire. Thatcher, à une date inconnue, demande à Dave Lee, un employé du Mandela Tech, de récupérer une partie des images diffusées par la télévision des Murray. Il récupère au moins 2 minutes d'une émission qui se nomme Le pouvoir du subconscient et une copie d'un dessin animé sur la Bible.
Pour commencer, il n'y a pas grand chose d'intéressant, hormis le fait que le Mandela Tech 2000 devient le Mandela Tech parce que 2000 n'est plus le futur. Voilà. Oui, il y a aussi la création du Face Studio 2 qui serait utilisé par des alternés. En gros, c'est une application qui permet de modifier ton visage sur un logiciel sur un ordinateur et les alternés utilisent ça pour modeler leur visage. En 2007, le Burton Paranormal Society est fondé par Sarah Heathcliff, sans que nous sachions une date précise. Nous savons seulement que le 11 juin, Sarah annonce être à la recherche d'un partenaire. Et c'est le 10 juillet qu'un certain Adam Murray lui envoie un mail pour la rejoindre. Le 15 juillet à minuit 46, Sarah et Adam sont en mission. Adam utilise un appât pour attirer un alterné. Par contre, Sarah finit par être submergée par la présence d'un alterné et l'appât, ce qui la pousse à fuir seulement 2 minutes plus tard. 2 heures plus tard, alors qu'elle est sur le chemin du retour, Sarah dit à Adam qu'elle ne veut plus participer à des enquêtes et qu'il devrait trouver un partenaire s'il souhaite continuer. Adam décrit cet événement et plus précisément sur le comportement de Sarah sur son journal intime, la qualifiant de lâche et la jugeant pour avoir crié et avoir eu peur de l'alterner. Le 17 juillet, Adam trouvera Jonah Marshall et le recruta comme remplaçant pour Sarah, même s'il ne l'aime pas trop. À une date non précise, l'USDTP essaie de sortir une annonce déclarant que les alternés ont été exterminés et que la menace est finie. Étrange, alors que ce n'est pas le cas. Par la suite, Dave Lee, le propriétaire du Mandela Tech, se fait appeler par un certain O'Brien pour discuter et mentionner le succès de son concert à l'église, qualifiant l'expérience d'unique. Il propose à Dave un poste dans l'église, mais celui-ci refuse, étant athée. Pendant ce temps, Evelyn Miller, une employée du Mandela Tech, découvre et visionne les anciennes cassettes de Thatcher. Le lendemain, le 12 janvier 2009, Adam et Jonah reçoivent une mission d'une femme affirmant entendre les miaulements de son chat décédé Johnny. Elle leur propose 500 $ par nuit pour enquêter pendant son absence. Cependant, cette dame s'avère être un alterné, peut-être même l'intrus lui-même. Sur le chemin, leur voiture subit une panne, ce qui fait qu'ils sont arrivés à la maison vers 23h45 et commencent directement leur enquête. En visitant, Adam trouve une porte verrouillée menant au sous-sol, qui semble l'attirer inexplicablement. À un moment donné, dehors, Jonah exprime son malaise. La situation rappelle celle de Mark 15 ans auparavant, où il était extrêmement troublé. La conversation entre Adam et Jonah est interrompue par un cri venant de la maison, et Adam décide d'y retourner seul pour explorer davantage. Ailleurs, Thatcher Davis, maintenant dans la quarantaine, début cinquantaine, repense toujours à Ruth et aux conséquences de l'invasion des alternés. Il est probable que, cette nuit-là, il ait reçu la visite d'un alterné, probablement celui qui le hante depuis une quinzaine d'années maintenant, prenant la forme de Wither et de lui-même. De retour avec les jeunes, après minuit, Adam continue ses investigations. Une interférence sur leur talkie-walkie crée des tensions entre les deux garçons. Adam décide de passer la nuit justement dans la maison car il ne supporte plus Jonah. Cependant, une voix, peut-être celle de l'ange ou de l'intrus, cela est pas sûr, lui parle, affirmant qu'il a été dupé et qu'il devrait se réveiller. L'intrus l'envoie alors le prêcheur, une identité peu connue pour l'instant, qui ouvre la porte du sous-sol. Jonah tente de convaincre son ami à ne pas y aller et juste se barrer. Cela crée une dispute. Jonah quitte les lieux sans Adam et Adam décide de descendre. Dans le sous-sol, l'intrus se dévoile à Adam, sous l'apparence du chat Johnny. Il essaie de raviver des souvenirs à Adam, mais celui-ci ne parvient pas à les reconnaître, déclenchant la colère de l'identité. Pendant ce temps, Jonah a été attaqué par l'intrus via le GPS de la voiture et meurt dans un accident de voiture. Plus tard dans la matinée, Adam trouve la voiture abandonnée et peut-être le corps de Jonah, mais il repart sans rien dire. Étrange. Il envoie un message vocal à Sarah, mentionnant uniquement les images collectées pendant l'enquête. Quand il rentre chez lui, il supprime le contact de Jonah et informe Sarah qu'il est mort. Sarah est tout à fait choquée de la nouvelle et trouve Adam tout à fait antipathique et lui force de faire une vidéo commémorative pour informer les fans du club. L'intrus contacte à nouveau Adam en essayant encore de lui raviver des souvenirs, notamment des monstres et des lumières de télévision qui le protégeaient. Il suggère qu'Adam et lui-même sont des alternés. Ensuite, d'un autre côté, Dave Lee, après mûre réflexion, décide de fermer le Mandela Tech. Déclarant que l'entreprise n'a plus de succès, il licencie Evelyn Miller, qui découvre des cassettes d'enquête en plus de Thatcher impliquant des alternés. Elle cherche un autre boulot et devient réceptionniste au poste du police de comté de Mandela. Cependant, elle découvre des dossiers de son ex-petit ami, Adam justement, et qu'il est possiblement un alterné. Et à ce moment-là, elle est confrontée à un double d'elle-même dans le bâtiment, mais parvient à s'enfuir. Après avoir fermé le magasin, Dave
Dave Lee accepte finalement l'offre d'emploi de O'Brien à l'église de Saint-Gabriel. Lorsqu'il s'y rend là-bas, il découvre que son ami O'Brien en fait n'existe pas. C'était justement l'ange Gabriel déguisé. Dave Lee s'est fait manipuler et normalement décède après cette confrontation avec l'ange Gabriel. Le corps de Dave Lee a été découvert dans le parking de l'église et cet événement a été diffusé à la télévision, avec des interruptions d'alternés évidemment. Le 14 janvier 2009, Davis décide de sortir de sa grotte. Avec des raisons encore inconnues, il arrive à trouver Adam chez lui, dans un état étrange, avec des pupilles blanches lumineuses. Il le ramène au poste pour l'interroger. Adam révèle des détails sur la création du Burton Paranormal Society, ses conflits avec Jonah et ses interactions avec cette identité qu'il appelle Dieu. Et on s'est arrêté là depuis. On retourne un petit peu en arrière, ici précisément. Si vous avez suivi, vous savez que cet appel se passait en 1992. Une année intéressante pour Jude Murray, non seulement c'est l'année de son divorce, mais vous pouvez sûrement le déduire que c'est l'année où Adam disparaît et que sa femme, elle aussi, Bref, vous avez compris. Cette année est aussi le début de notre volume 5, un volume qui nous présente, comme son habitude, une journée normale dans le comté de Mandela. Le volume commence avec un appel téléphonique entre Jude Murray et Thatcher Davis. C'est le même appel qu'on a entendu dans le volume 3. Nous avons quelques plans de la maison des Murray pour nous faire comprendre que cette fois-ci, on se concentrera sur le père d'Adam, qui était pour l'instant encore un mystère. La séquence se coupe avec une capsule du USDTP. Dans cette capsule, il y a deux événements étranges et j'assume que cela se passe la même journée. Le premier événement que l'organisation a identifié est un véhicule non enregistré, une Ford Taurus qui date de 1989. Elle passe la frontière du comté de Mandela pour aller au comté de Yonder. Juste après, nous avons des images de cette voiture avec comme information supplémentaire la date en bas à droite. Le deuxième événement est rapporté par un agent, Jay Booker. Sa tâche était de faire des observations dans le domicile d'un certain Nicolas Beringer. Il a capturé deux images et une vidéo. Les voici. L'agent conclut que l'alterné n'était pas forcément agressif, mais simplement observateur. Sans transition, nous avons une petite publicité pour une compagnie nommée Midwestern Relocation Service, MRS. Ce service, pour faire simple, aide les adultes à résoudre des problèmes qu'ils doivent fuir. Nous avons ensuite une autre publicité, ça commence à être suspect tout ça, une pub pour un médicament contre l'anxiété qui s'appelle le Timoril. Il prétend traiter des symptômes tels que l'insomnie, les mauvaises pensées et les peurs irrationnelles. Cependant, de nombreux effets secondaires négatifs sont également mentionnés, tels que le vertige, l'hallucination, confusion, troubles du jugement, mouvements corporels incontrôlés et maux de tête. Après ces deux segments, passons sur le plus gros de l'histoire, et qui est l'histoire de Jude Murray, le père d'Adam. Après avoir quitté sa propre maison, Jude arrive devant une nouvelle, avec une note qui l'informe que la porte de derrière est ouverte. Il s'installe dans le grenier et s'allonge devant la télévision. Le lendemain, il appelle un contact du MRS. Got someone coming out to pick you up tomorrow morning. You'll be there at 4:30 sharp in the Silverport Taurus. Okay. Ensuite, Jude est au téléphone avec son médecin de famille, Jack Williamson. Ce dernier le demande si Adam va mieux. Jude, il ment en lui disant qu'il va très bien. Il l'informe faussement que lui et sa famille déménagent et changent de médecin. I'm proud of you for, taking initiative for their safety. À 4h du matin, comme prévu, Jude s'apprête à sortir, cependant il voit une silhouette devant la porte. Plus tard, un agent du MRS appelle Jude pour savoir s'il est bien arrivé dans sa nouvelle maison. Jude répond docilement qu'il ne pouvait pas sortir, car il y avait quelqu'un devant sa porte. What the fuck is your problem? Do you have any idea how many hours he drove to get you? What about how long it took me to get here? An entire community of the kindest people I know were ready to welcome you. They were so excited to meet you, Jude. Now I have to send them all home, disappointed. But you know that feeling all too well, don't you? Filthy deadbeat. You can't escape this. You know what you did. Stop acting like it didn't happen, Jude. Do what you need to do.
À un moment, quelqu'un frappe à la porte. Jude entrouvre la porte et on reconnaît la voix de Thatcher Davis. Le lieutenant explique sa présence pour faire des contrôles sur les citoyens, exigés par l'État. Do I know you from somewhere? I don't think so. Is this MCPD's jurisdiction? Yes. Oh, I guess we're still in Mandela. Thought we were in yonder. Can I help you with anything? Are you aware of the television and mirror destruction order? Well, I'm house sitting, and, yeah, I'm aware of it, but all good here. Good. Always nice to meet another upstanding citizen. I hope you and your family have a nice day. Thanks, officer. Après cela, Jude se couche dans son lit. Puis, une image floue de Gabriel apparaît, qui dit... Il se réveille et constate que sa télévision montre la façade de la maison. Il regarde par la fenêtre et on voit un berceau sur le sol, tandis qu'il entend un bébé pleurer en plus. Il descend alors des escaliers et aperçoit une silhouette par la fenêtre. L'alterné entre dans la maison et Jude se précipite dans sa chambre. It's you! It's fucking you! What the fuck do you want from me? You've taken everything from me! You've taken my wife! You've taken my fucking child! What do you wanna kill me? Fucking kill me! I've got nothing! L'écran passe ensuite à la bouteille de Timoril de Jude. Les pilules sont répandues sur le sol. Il est triste, immobile sur son lit, et parle d'une voix rauque et sanglotante. Stop it, please. Stop, please. Et c'est la fin de Mandela Catalogue volume 5. J'ai menti. En fait, il y a une histoire pour compléter le reste du volume 5, et la voici. Nous voyons un berger attristé par la mort de son jeune agneau. Il dit à Dieu qu'il fait de son mieux et lui demande pardon. Soudain, l'ange Gabriel apparaît à la fenêtre du berger, disant qu'il a entendu les prières de l'homme. Ensuite, le berger est abordé par une femme qui se présente comme une fermière nommée Jeanne. Elle lui demande s'il reste des graines car ses récoltes ont été détruites. Il se rend dans les champs et le berger lui donne les graines. Il demande à Jeanne si elle sait ce qui ne va pas avec son agneau. Elle lui répond qu'il est magnifique, qu'il est même béni. Elle s'en va en disant au berger qu'elle aimerait lui montrer ses animaux dans sa ferme.
berger, qui marche maintenant dans le désert, s'arrête lorsqu'une bouche s'ouvre dans le sable et commence à parler. Il lui dit: And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Night fell upon them in an instant, and all the color was drained from the world. An angel appeared to them, and they were terrified. The angel fooled them, just like he planned. But there was more work to be done. It does not need to be that way. You are not the first. There are so many more. Nothing has been done yet. He has a lot of convincing to do. Until then, trust nobody. Are you listening to me? Are you listening to me? Are you listening to me? Il se réveille ensuite alors dans une pièce et demande à Jeanne où il se trouve. Elle lui répond qu'il est chez elle et depuis longtemps. I know his presence. Who's he? Everybody left town. It's just you and me. Just what I prayed for. Look at me. What's wrong? Please no. Are you there? Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de Mandela Catalogue Volume 5. Il est important de noter avant de commencer l'analyse le point de vue du créateur, ou plutôt ce qu'il veut nous transmettre dans cet épisode. Le volume 5 fait partie du lore, mais l'intention est aussi de créer un univers sombre et épeurant. Donc non seulement le volume 5 n'est pas la clé vers la fin de Mandela Catalogue, mais un épisode qui relie le tout pour l'instant. Car de base, le volume 5 aurait dû être le dernier, ou plutôt l'avant-dernier si je me rappelle bien, mais Alex a ajouté 4 autres volumes. Donc on a du travail à faire. En tout cas, la parenthèse est fermée. Alors, comme d'habitude, énormément de choses à dire. Pour commencer, Jude et le berger sont assez similaires comme personnages. On peut même dire que Jude et le berger sont la même personne. À ne pas confondre avec le berger, qui est un antagoniste des alternés, souvent mentionné par eux. Ce terme de berger en anglais est une idéologie ou une métaphore signifiant le fait de s'échapper de l'emprise des alternés. C'est confirmé par le créateur. Mais pour notre berger, on va changer de nom pour faire simple, on va l'appeler Amin. Oui, Amin. Beaucoup de liens entre eux, comme l'agneau qui représente Adam et qui finissent tous les deux en alterné, Jeanne qui peut représenter Lynn Murray, la femme de Jude. Bref, il y a plein de petits détails pour nous faire comprendre tout simplement qu'Amin et Jude sont la même personne. Mais revenons un petit peu en arrière, les deux capsules vidéo du USDTP, surtout la deuxième. Il se rend dans le domicile d'un certain Nicolas Beringer où on retrouve un alterné qui a attaqué Jude. Nous allons revenir sur lui un peu plus tard. Ensuite, il y a toute l'histoire du Timoril. Ce qu'on a vu, c'est que c'est un médicament. Il est utilisé pour soulager la peur et l'anxiété. Il a des symptômes tels que l'insomnie, les pensées intrusives, etc. Cependant, il peut avoir des effets secondaires néfastes comme le vertige, des hallucinations, bon, voilà. Une interrogation sur ce sujet est que le Timoril est-il utilisé ou bien instrumentalisé par les alternés? Dans ce volume, nous n'avons pas forcément la réponse, mais plus tard, nous aurons des indices qui vont nous amener sur ce point justement. Mais on y reviendra dans quelques temps. Également, Alex nous a pas donné grand chose comme information, donc la majorité des choses sera de la théorie, de la spéculation. Également, le fait que ce médicament, le Timoril, est extrêmement présent dans cet épisode, et que Jude le consomme tout au long du volume, remet en question pas mal des événements de ce volume justement. En effet, est-ce que cela s'est véritablement passé, ou bien tout ça n'est qu'une hallucination de Jude? Rappelons que la fin de l'épisode se termine avec une overdose de Timoril. Donc cela est bel et bien arrivé, à cause d'une discussion. Une discussion qui se retrouve dans la description de la vidéo du MAD. Et oui, parce que la description a changé depuis. Allons-y. Un rêve récurrent peut-être? Oui, maintenant que vous le dites. Avez-vous eu beaucoup de stress ces derniers jours? Un peu. Parlez-moi de ce rêve. Il se déroule d'habitude comme ça. Je suis dans une chambre, je me réveille par quelqu'un qui parle quelque part dans la maison. Ou parfois, je regarde par la fenêtre et je vois quelque chose à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, je me suis toujours obligé de sortir de ma chambre et d'aller voir ce qui se passe. Je pensais qu'après avoir fait ce rêve une centaine de fois, je commencerais à m'y attendre, mais ce n'est pas le cas. Je ne veux jamais enquêter et je le sais, mais mon corps prend le contrôle.
En traversant la maison, je ressens toujours la pire frayeur de ma vie. Je n'ai jamais pu me souvenir de ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, tout est flou pour moi. Je ne me réveille jamais en sueur ou en criant. Je me souviens tout simplement pas. Je me souviens seulement de la sensation. Je préférerais mon... Cette séquence représente un rêve où Jude parle à son docteur. Cette discussion est extrêmement similaire à celle qu'il y a eu dans le volume 5. A première vue, on dirait une confirmation que tout cela est faux, mais ce message apparaît dans la description du MAD. Et si on se rappelle bien, le MAD est une information qu'on n'est pas supposé savoir. C'est une manière qu'Alex a utilisée pour nous dire que Jude a subi le MAD et également faire un parallèle avec nous-mêmes en tant que spectateurs, que on trouve des informations qu'on n'est pas supposé connaître. C'est un petit parallèle intéressant. Pour mettre ça au clair, on va dire que tous les événements passés sont véritablement passés et que certains trucs sont des hallucinations et on va préciser en vidéo quand c'est le cas. Pour revenir sur notre ami Amin, plusieurs thèmes l'entourent. Comme Jude, il a péché et cherche à se faire pardonner, son crime est sans importance et pas du tout mentionné surtout. Après avoir commis un péché, il commence à prier intensément pour la santé de son agneau. Nous le savons parce qu'il attire l'ange Gabriel avec toutes ses prières, croyant qu'il s'agit véritablement d'un ange. Plus tard, Amin réalise son erreur en se demandant ce qu'il a invoqué est-il véritablement divin. Si nous transposons cela à Jude, il y a des événements qui se complètent mutuellement. Premièrement, le début reste le même. Jude prie énormément pour la santé de son fils. Selon la partie concernant Amin, Jude va alors vivre un certain temps avec cet alterné qui est Adam, réalisant qu'il est étrange alors que sa femme ne voit rien d'anormal. La suite, nous la connaissons, sa femme se et son enfant enlevé, sous les yeux impuissants de Jude et d'Amin. Tout cela nous mène à la question suivante. Pourquoi cela est-il arrivé? Tout semble pointer vers la règle à suivre pour éviter le MAD, qui n'ont pas été respectés. Premièrement, Jeanne dit qu'il a prié pour revoir Amin. Deuxièmement, Jude ne passe pas de temps avec sa famille. Lynn lui demande de l'aider pour le bébé, mais il ne se présente jamais. Finalement, lorsqu'Amin prévient Jeanne de la présence d'un esprit, il ferme les yeux, mais Jeanne ne le fait pas, ce qui conduit à sa mort. La relation entre les deux est assez complexe. Jude représente un mauvais rêve rempli d'événements étranges, tandis qu'Amin incarne une prédiction, mais les deux se complètent. Le boulet qu'Amin traîne représente en fait ses peurs, et les peurs de Jude aussi. Par exemple, si Jeanne demande à Amin de la rejoindre ce soir comme Jude, il pourrait choisir de ne pas se présenter. Cette scène est directement suivie par Jude, qui oublie sa nouvelle décision par peur d'une identité qu'il a hallucinée devant sa porte. Comme une hallucination, une fois encore. Il est enchaîné par son passé et ses peurs. Amin, de son côté, ignore le sable qui lui porte conseil. Les deux protagonistes cherchant la vérité, mais ils payeront leur prix de leur négligence. Ils subiront les conséquences de ne pas être passés à autre chose. Il a alterné dans tout ça, qui s'appelle N. Comme on l'a dit plus tôt, il se trouvait dans le domicile d'un certain Nicolas Beringer. Cependant, on a déjà vu Nicolas auparavant. Et oui, dans le volume 1. Il apparaît pour la première fois dans la section où il est présenté dans le Think Concept, en tant qu'exemple d'alterné de type 3. On ne sait pas quelles circonstances ont conduit la mort de Nicolas. Il n'est pas non plus confirmé qu'il a eu des relations avec les autres personnages, morts ou vivants, dans la série. Son alterné existe depuis les années 90, mais aucune idée s'il existe encore dans le 21e siècle. Et les victimes qu'il attaque sont incertains aussi. Nous le retrouvons chez Nicolas, mais aucune idée s'il est encore en vie ou non. Pour Jude, c'est le seul où on peut considérer que c'est une victime de N. L'argument principal est que Jude reconnaît N. Aussi dans l'appel du Mandela Catalogue volume 3, Jude Murray mentionne que quelqu'un le regarde dans le coin et qui ne bouge pas. Il s'agit peut-être de N qui était là avec Jude. Rappelons comment l'agent Booker a décrit N comme n'étant pas du tout agressif mais plutôt observateur. Durant l'écriture de cette vidéo, il y a une deuxième vidéo qui a été publiée qui se nomme Unraveling partie 2 et qui fait suite à Unraveling justement. Mais on va s'attarder seulement sur la partie 2 parce que la partie 1 est moins intéressante et surtout elle est très courte, elle dure 3 minutes quoi. Donc c'est parti. La vidéo commence avec une capsule du Mandela Tech expliquant le phénomène de perte de génération. Pour faire simple, la perte de génération est une baisse de qualité des cassettes VHS. Ce genre de choses là. Nous retrouvons Dave Lee qui a découvert une méthode pour obtenir un autre type de perte de génération par des influences extérieures. Pour ce faire, il nous donne un exemple avec les fameux dessins animés de la Bible qu'on voit depuis le début de Mandela Catalogue. Il va nous faire un tuto pour faire simple. Il va utiliser la cassette VHS de l'émission et la copier 3 fois pour confirmer sa théorie. Les voici présentés. Dave insère donc la première cassette, l'original, et rien d'étrange ne se produit. Jusqu'à là, tout va bien. Poursuivons. Il remplace la cassette originale par la première copie. Tout semble assez normal lorsque... Look.
Dave retire la première copie et insère la deuxième. La vidéo commence par des particules parasitaires, puis on nous montre Marie-Madeleine et 2 religieuses qui la suivent. Mais la séquence du dessin animé se coupe et elle est interrompue par un fragment de la pub du Timoril. Tiens. Le dessin animé se reprend et poursuit en nous montrant les gardes qui s'enfuient de l'endroit où il y avait le trou de la grotte. Puis la cassette recommence à nouveau à faire du statique et émet des sons étranges. À ce moment-là, on frappe à la porte de Dave. Il allume sa lampe de poche pour se rendre compte qu'il n'est pas seul et que quelqu'un se trouve derrière sa fenêtre. Finalement, Dave insère la dernière cassette, la copie 3, dans laquelle la séquence semble encore plus déformée. Il n'y a pas de son, juste du statique tout le long. La vidéo montre le visage censuré de l'ange Gabriel. Ensuite, elle se poursuit avec Marie-Madeleine entrant dans la grotte pour rencontrer l'ange Gabriel, entre guillemets. Il lui envoie un message, mais la vidéo se déforme à nouveau. Et alors que les séquences se répètent, des messages apparaissent sur l'écran. Et c'est la fin de Unraveling partie 2. Que dire sur tout cela? Alors la première séquence qui m'a intrigué, c'est lorsqu'on voit la pub du Timoril. Cela peut possiblement confirmer le fait que le Timoril est utilisé par des alternés. Pourquoi faire? Puisque les side effects du Timoril sont en général associés à des troubles mentaux, le consommateur qui prend ce médoc ne va pas réussir à discerner ce qui est réel ou pas autour de lui. Second élément, Dave Lee. Nous savons qu'il est mort, donc inévitablement cela se passe avant 2009. Nous voyons aussi que Dave est quand même pas mal bien serein et informé face à la menace des alternés, surtout de l'ange Gabriel. Cela est très intriguant. You're not real. Avec le volume 4, on a entrevu cela, mais ce n'était pas aussi clair que dans cet épisode en fait. Ici, peut-être le fait que Dave commence à véritablement comprendre les alternés et leur comportement pour les Edge, fait que l'ange Gabriel a pris plus au sérieux son existence pour l'éliminer. Ce qu'il a réussi à faire justement dans le volume 4. Et les cassettes dans tout cela. Déjà, on m'a fait remarquer, et je trouve ça super malin comme lien à faire, les 3 cassettes sont en fait un parallèle entre les types d'alternés. C'est logique, plus le type est haut, plus la copie est altérée et difforme de l'original, ce que sont littéralement les alternés. Bref, c'était juste une petite parenthèse pour dire que cela est assez malin de la part d'Alex. Enfin, revenons sur le contenu des cassettes. Il faut savoir que le dessin animé diffusé dans cet épisode est dispo sur YouTube depuis 2023, sous la chaîne du nom Genesis Apocryphon. Et dans cette version YouTube, il y a quelques légères différences. On voit Marie rentrer dans la grotte où se trouve l'ange Gabriel et voilà ce qui se passe. Ce qu'on apprend dans celle-ci, comme dans la 3e copie, on entend un grésillement tout au long de la vidéo. Et les dialogues, encore une fois, semblent être coupés. Mais quand Marie rentre dans la grotte, le dessin animé cartoonesque de l'ange Gabriel est remplacé par une version plus réaliste. Et également, Marie-Madeleine a la même allure. Son visage est étrangement similaire d'ailleurs au prêcheur, qui est une identité pas claire et pas définie pour l'instant. Quand des personnages cartoonesques sont remplacés par des formes très réalistes, cela veut tout simplement dire qu'ils se sont fait altérer. Leur message a été déformé, c'est pour ça que leur allure change. Exemple dans le volume 4 où on raconte l'histoire de la Genèse, il y avait un arbre qui s'est déformé en un arbre justement réaliste car l'ange Gabriel l'a corrompu. Cependant, est-ce que l'ange Gabriel serait-il pas plus faible qu'avant? En effet, le passage de la publicité du Timoril fait un parallèle entre l'ouverture de la porte avec l'ouverture du tombeau. Elle ne serait couverte grâce aux médicaments. Cela peut expliquer pourquoi Jude, qui est le berger petit rappel, a pu le rencontrer, car il est un consommateur du Timoril. C'est bien ça? Ouais. Pas exactement. Il semble beaucoup plus probable que Gabriel est premièrement apparu à cause des prières excessives de Jude pour Adam et que, comme le sable lui dit, It does not need to be that way. You are not the first. There are so many more. Nothing has been done yet. He has a lot of convincing to do. Until then, trust nobody. Are you listening to me? Are you listening to me? Are you listening to me? Le sable nous confirme que l'ange Gabriel a encore beaucoup de travail à faire, avant que Jude soit corrompu, montrant que les prières excessives et s'éloigner de sa famille ne sont que le début, et que le Timoril est la suite de la corruption. Hormis l'alterné qui approche Dave Lee, qui est inconnu, il n'y a pas d'autres d'informations de plus sur cet épisode.
Alors, petite parenthèse, désolé de vous interrompre, parce que j'ai oublié de faire un récap et une conclusion pour cette vidéo. Donc je vais la faire à l'arrache, je suis désolé. Donc, pour résumer les dernières vidéos qu'on a analysées, donc le volume 5 et Unraveling, où se place-t-il dans une timeline? Donc, dans la chronologie, quoi. Dans le volume 5, c'est assez évident que ça se passe en 1992, juste après les événements du volume 3. Ça, on est tous d'accord là-dessus, ça c'est plutôt sûr. Mais pour Unraveling partie 2, c'est un peu plus compliqué. Alors nous savons que ça se passe avant les années 2000 parce que Dave Lee meurt dans les années 2000, donc c'est peu probable que ce soit à ce moment-là. Mais précisément à quelle année dans les années 90, c'est un peu plus compliqué. Personnellement, je pense que ça se passe avant les événements du volume 3, donc avant que Thatcher se fasse attaquer par l'alterné et qu'il s'isole pendant des années. Parce que nous savons que l'affaire sur les dessins animés et l'analyse de ces vidéos ont été faites durant les enquêtes avec Mark. Et on sait que dans le volume 4, il y a le carton où se trouvent ces cassettes ont été justement mis dans un coin depuis des années. Donc on sait que Dave Lee l'a pas utilisé depuis très longtemps. Donc je présume que ça se passe avant le volume 3, donc peut-être 1991, 1990, quelque chose comme ça, mais c'est pas sûr. Ça se peut que c'est bien avant, mais on n'a aucun moyen de le savoir. Et c'est pas mal tout, hein. On attend la suite demandée à Catalogue, hein, parce que ça fait quand même longtemps que Alex n'a pas sorti de vidéo dessus. En tout cas, s'il sort une nouvelle, je serai à jour d'en faire une nouvelle, évidemment. Puis voilà, c'est pas mal tout, donc à la prochaine.